Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter la bonne année pour 2025. Et on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo qui est le bilan de mes lectures de 2024. On va parler de mes déceptions, de mes belles découvertes, de mes meilleures lectures. Sachant qu'en 2024, j'ai beaucoup moins lu que les autres années. J'ai lu à peu près, j'ai lu une quarantaine de livres. Mais bon, j'ai eu une année assez mouvementée sur le plan personnel, donc voilà, ceci explique cela, mais c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite par mes déceptions, les livres que j'ai le moins aimés. En tout cas, oui, qui m'ont déçu. Pas mes pires lectures, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu, honnêtement. Mais par contre, j'ai eu quelques grandes déceptions, donc on en parle tout de suite. Et la première, c'est Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Alors là, vraiment, j'en attendais beaucoup de ce livre. C'est un livre que j'avais tenté de lire déjà il y a quelques années, mais que j'avais arrêté. Je pensais que c'était pas le bon moment, parce que le style me déplaisait énormément. J'avais du mal à suivre l'histoire. Donc je l'ai retenté avec toute la bonne foi du monde et finalement je l'ai terminé, mais je ne l'ai pas apprécié non plus cette fois. Au niveau du résumé, alors je vais être très grossière sur les résumés, j'ai en principe parlé en long, en large, en travers de ces livres durant toute l'année dans différentes vidéos, donc si vous voulez des avis plus approfondis, vous pouvez aller rechercher sur la chaîne mes avis sur ces livres. Mais donc Sous le soleil de Satan nous présente l'histoire d'un abbé qui est investi d'une mission, celle de sauver les âmes un peu perdues du village dans lequel il va être nommé et de combattre ses propres démons. On est face à un personnage qui est tourmenté et qui va faire la rencontre du diable. Et avec un tel sujet, en fait, je me demande comment l'auteur a réussi à faire un roman si peu engageant. J'ai pas ressenti les tourments, les combats, les ambivalences en fait de cet abbé. Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est l'écriture, le style. Enfin, vous allez voir dans tous les livres que je vais vous présenter en général, quand j'apprécie beaucoup une œuvre, c'est essentiellement dû au style, et au contraire quand j'ai été déçue et que je l'aime beaucoup moins, c'est essentiellement dû au style également. Et avec Bernanos, j'ai trouvé que le style se faisait trop sentir, on sentait trop l'écriture, on sentait trop l'auteur, et en plus l'écriture était souvent assez obscure et le récit du coup devenait parfois hermétique. En tout cas, je suis restée complètement en dehors de cette histoire. J'étais pas avec les personnages, je suis restée à côté du récit, donc c'est dommage. Donc voilà, il y avait des bons éléments, j'ai beaucoup aimé la première partie avec l'histoire de Mouchette, mais j'ai vite décroché, voilà, je l'ai terminé, mais j'ai pas plus apprécié ma lecture que ça, donc dommage, parce que c'est un titre qui m'intriguait depuis longtemps et que j'étais sûre d'aimer, donc voilà. Ensuite cette année, j'ai découvert William Faulkner avec Sanctuaire et j'ai été très déçue. Je sais pas si j'ai commencé l'œuvre de Faulkner avec le bon livre, mais en tout cas c'est celui qui m'intéressait le plus au moment où j'avais envie de découvrir l'auteur. Dans Sanctuaire, on suit une histoire qui est inspirée de faits divers réels, où une jeune femme va être enlevée, violée et séquestrée dans une maison close. Voilà, et donc on va suivre cette histoire racontée à la Faulkner. De ce que j'ai compris, l'auteur a pour habitude de construire ses récits, sa narration de la façon dont il l'a fait dans Sanctuaire et que je n'ai absolument pas apprécié, qui est celle d'une focalisation externe. On a le point de vue de plusieurs personnages, on passe d'un personnage à un autre, avec une chronologie qui n'est absolument pas linéaire, avec des bouts d'intrigue disséminés ça et là dans le roman, donc un peu avec une construction en puzzle où il faut remettre les pièces dans le bon ordre pour comprendre l'histoire. Moi j'aime pas du tout ce type de récit, je suis restée là aussi en dehors de l'histoire. Je trouvais que l'ambiance par contre était très réussie, on est dans le sud des États-Unis, on sent cette atmosphère pesante de huis clos, de prédation, donc j'ai trouvé que l'atmosphère et l'ambiance étaient bien retranscrites, mais par contre le style, la narration ne m'a pas plu, le style ne m'a pas plu non plus, j'ai trouvé qu'il y avait des digressions. Et je me suis ennuyée en fait à de nombreuses reprises, alors que le récit est quand même court et que l'histoire est quand même plutôt là pour le coup aussi motivante. Il se passe des choses assez affreuses et malgré tout il y avait des longs passages d'ennui, donc un peu dommage. Je retenterai Faulkner avec peut-être ses écrits plus connus, Absalom ou Le bruit et la fureur, donc voilà, j'abandonne pas ma découverte de l'auteur, mais si construit ses récits de la même manière que dans Sanctuaire, ce sera juste pas un auteur pour moi malheureusement. Ensuite j'ai été déçue par Éphébriste de Théodore Fontane, qui est un classique de la littérature réaliste allemande, et là a priori il y avait tout pour me plaire également, puisque j'adore la littérature allemande et la littérature réaliste, mais j'ai quand même été déçue. C'est l'histoire d'une société bourgeoise allemande aux codes et aux mœurs extrêmement rigides, moralistes, qui va coûter le bonheur de notre personnage principal, Éphébriste, qui va être enfermée dans un mariage de convenance dans lequel elle va dépérir.
Donc c'est une histoire qui est assez classique, mais ça me dérange pas. En général, c'est le type d'intrigue que j'aime bien suivre. Là, l'écriture était aussi assez froide et distante, assez rigoureuse d'une certaine manière. Alors ça accompagnait bien le propos du livre, mais moi c'est pas une écriture qui m'a plu. Et en plus, tous les éléments perturbateurs du récit, ou les éléments un petit peu intéressants, et quand il se passe quelque chose dans le récit, en fait on ne le dit pas, c'est fait sous forme d'ellipse. Donc là aussi ça a un intérêt pour l'histoire, et je comprends pourquoi l'auteur a décidé d'écrire de cette façon. Mais bon, en termes de plaisir de lecture, du coup, le plaisir de lecture était un petit peu moins présent. Il n'y a pas de souffle, on est dans l'ennui avec le personnage. Et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu long. Alors c'est un livre qui, je crois, a été beaucoup comparé à Madame Bovary. Je peux comprendre pourquoi, même si c'est assez différent selon moi. Et dans Madame Bovary, je me suis pas ennuyée une seule seconde, alors qu'on parle aussi de cette vie maritale misérable en campagne. Et voilà, ça a été fait de manière que j'ai beaucoup plus apprécié par Flaubert que par Théodore Fontane, malheureusement. Ensuite, on passe sur du très contemporain, un livre qui a apparu cette année, qui n'a pas encore été traduit, je crois, un livre de Geneviève Yeager. Alors là, quelle déception, parce que vraiment, quand j'ai vu la couverture et le résumé, je me suis dit, je vais adorer ce livre, puisqu'on nous annonce une histoire avec une ambiance gothique d'une jeune femme qui va rencontrer un vampire et dont la mère aurait fait un pacte avec un prêtre. Donc voilà, a priori une intrigue pour moi. En réalité, c'est pas du tout... Enfin, oui, il y a un vampire, oui, il y a un prêtre, mais c'est surtout l'histoire de cette jeune femme qui est un peu perdue et qui vit mal son lesbianisme parce qu'elle a vécu dans une famille religieuse très pratiquante en Irlande. Elle a une relation assez conflictuelle avec sa mère. Et donc voilà, elle arrive à l'âge adulte un petit peu perdue, à se poser beaucoup de questions. Et on va surtout suivre ça. C'est un contemporain plat qui ne traite pas le sujet qu'il aborde. On ne parle pas de la sexualité de la personnage, de sa relation avec sa mère, de la religion. Les éléments fantastiques sont présents, mais ils ne sont pas expliqués. Ils sont surtout mal intégrés au récit. On a l'impression qu'on suit deux histoires en parallèle qui ne se mélangent jamais finalement, qui ne font pas sens. Je pense que la quatrième de couverture est assez trompeuse pour le coup, et c'est peut-être à cause de ce résumé que ça peut induire en erreur certains lecteurs ou lectrices, donc c'est dommage. Et enfin, dernière déception, c'est un livre d'un auteur que j'aime en général plutôt bien, Boyan, avec 41 coups de canon. Là, on va suivre l'histoire d'un garçon, d'un enfant qui est obsédé par la viande et qui va nous raconter son histoire, l'histoire de son enfance dans son village natal en Chine, qui s'appelle le village des bouchers, et il va nous parler surtout de l'histoire de ses parents. C'était juste long et répétitif, j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à ce livre. Il aurait pu aller dans différentes directions, il les a pas prises, il est allé nulle part en fait. On n'est pas allé suffisamment loin dans cette idée de l'obsession de la viande, on n'est pas non plus allé loin dans cette dimension politique qu'aborde un petit peu le roman. Mais bon, Boyan finalement il reste très en surface sur tout ce qui concerne la dimension un peu plus politique ou parfois philosophique de ce qui peut avancer, enfin évoqué en tout cas, donc voilà, c'est tout un petit peu trop long et c'est pas allé assez loin sur les sujets que ça abordait, donc un peu dommage. Ensuite, j'avais envie de vous parler de mes lectures les plus ardues de 2024, puisque j'ai quand même découvert deux autrices qui m'ont challengée en tant que lectrice. La première, c'est Françoise Daubonne. J'ai lu les 2 premiers tomes de sa trilogie, une de ses trilogies de science-fiction, et je vais vous parler plus précisément des Bergères de l'Apocalypse. C'est un récit d'anticipation, c'est un gros pavé de science-fiction écoféministe dans lequel l'autrice va développer sa pensée sur l'écoféminisme. Elle imagine plus précisément une révolution féministe et écologiste et la mise en place en fait d'un monde sans les hommes, puisque quand je dis révolution féministe, c'est une révolution assez radicale dans le sens où les femmes de ce récit décident d'exterminer tous les hommes en se fondant sur les préceptes, en tout cas ce que préconise Valérie Solanas dans Scum Manifesto. C'est un récit extrêmement érudit, il y a beaucoup de références culturelles, historiques, donc voilà, il faut quand même avoir un certain bagage pour comprendre les références, même si bon, on n'est pas obligé de tout comprendre non plus, mais voilà, c'est assez chargé à ce niveau-là. C'est chargé aussi au niveau du propos engagé, la chronologie n'est pas linéaire, et puis ça reste un monde de science-fiction où elle intègre aussi cet univers un petit peu... il y a différentes planètes, des vaisseaux, des choses comme ça. Et il y a aussi des passages un petit peu plus poétiques, voire hallucinés, j'ai envie de dire, avec une dimension un peu plus onirique qu'il faut suivre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais il faut s'accrocher, et puis ça reste assez aride et sec, c'est pas du tout une écriture ronde avec de l'émotion, non, très détaché, c'est érudit, aride. Donc très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, à étudier, ça doit être très intéressant, mais ça a été une de mes lectures les plus exigeantes et les plus ardues, donc voilà, je vous recommande si vous sentez, si le sujet
vous intéresse, mais sachez que c'est voilà, c'est challengeant. Et la deuxième lecture qui a été très exigeante, très ardue, c'est Ravage de Violette Leduc que j'avais proposé au club de lecture en début d'année. Et j'en profite, ça me fait penser le club de lecture, pour vous rappeler que si vous le souhaitez, j'ai toujours la souscription à la chaîne qui est ouverte. Ça veut dire que vous pouvez devenir membre de la chaîne en payant une certaine somme. Alors c'est 2,99 €. Pour 2,99 € vous avez accès en fait à du contenu exclusif. Je publie des vidéos réservées aux personnes qui souscrivent, donc aux membres de la chaîne. Sachant que si vous payez un mois, vous avez accès à tout le contenu que j'ai publié depuis le début de la souscription, et vous pouvez vous résilier à tout moment, donc vous pouvez simplement vous abonner un mois, repartir, revenir quand vous le souhaitez, enfin voilà. Mais dans le cadre de cette souscription, en plus des vidéos exclusives pour les membres, il y a le club de lecture que je fais en alternance avec Antastasia, donc un mois sur deux, on propose chacune une lecture qu'on lit ensemble, et à la fin du mois, il y a un live avec les personnes qui auront participé au club de lecture pour échanger sur cette lecture. Et donc j'avais proposé Ravage de Violette Leduc. Ravage qui est un texte en deux parties. Il y a une première partie qui est plus connue puisqu'elle a été publiée de manière autonome. C'est Thérèse et Isabelle, je crois, où on suit l'histoire, une histoire d'amour en fait de jeunes adolescentes dans un pensionnat. Et ensuite la deuxième partie se concentre sur la vie de Thérèse une fois adulte et dans sa relation avec un homme. C'est une écriture qui est très dense, c'est un récit qui est étouffant, c'est pas du tout une lecture qui est agréable, faut s'accrocher là aussi. Elle n'est pas agréable parce que l'écriture est exigeante, les personnages sont souvent antipathiques, les sujets sont difficiles, on aborde les relations conjugales dysfonctionnelles, le viol, l'avortement, enfin voilà, vraiment toutes ces joyeusetés. Et même si on reconnaît le talent d'écriture, l'importance de ces textes-là pour les sujets qu'ils abordent et la façon dont ils les abordent, le plaisir de lecture, il était clairement pas là, et c'était assez laborieux d'arriver au bout. Donc je sais pas si je peux vous recommander Ravage. Si l'écriture peut vous intéresser, si les thématiques aussi, pourquoi pas, mais vraiment, vous n'allez pas forcément passer un très bon moment. Donc d'un point de vue intellectuel, très intéressant, mais c'était parfois indigeste. Et la gêne était aussi présente, c'est laborieux, donc voilà, c'est une expérience quand même, Ravage, que je suis malgré tout contente d'avoir faite parce que ça reste assez singulier, mais voilà, c'était une de mes lectures les plus exigeantes de cette année, ça c'est sûr. Et avant de vous parler de mes meilleures lectures de cette année, je voulais quand même mentionner mes 3 belles découvertes en termes d'auteurs et d'autrices. La première, c'est Anne Hébert, que j'ai découvert grâce à Antastasia, qui a proposé la lecture de ses livres au club de lecture et dans le cadre d'une lecture commune. Anne Hébert, c'est une autrice contemporaine québécoise que j'ai beaucoup aimé découvrir. Elle a une écriture vraiment singulière et particulière. Elle aborde des thématiques qui a trait aux violences conjugales, sexuelles, aux violences sexistes finalement, avec une atmosphère assez pesante, lourde, un parfum un petit peu gothique, avec une forme aussi de magie ou de fantastique que j'apprécie vraiment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir Anne Hébert cette année. Très différent, j'ai découvert en début d'année, parce que j'ai eu la chance d'aller au Kenya, un auteur kényan, Thiongo wa Ngugi, excusez-moi pour la prononciation, qui est un auteur qui est certainement l'auteur kényan le plus connu. J'ai lu 3 de ses ouvrages et je continuerai à le lire. Il aborde surtout les questions en fait en tout cas les ouvrages que j'ai lus abordaient surtout la question de l'indépendance du Kenya et de la colonisation. C'est fait avec beaucoup de sensibilité, donc voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir son œuvre. Et enfin, j'ai relu, c'est pas vraiment une découverte, je mens, mais bon, je le mets quand même ici, mais j'ai lu Lovecraft cette année. Je me rappelle que je l'avais lu dans l'avion un jour en voyage il y a quelques années et que j'avais pas du tout aimé, j'avais arrêté ma lecture. Et là j'ai retenté avec 2 de ses écrits que j'ai beaucoup aimé finalement, j'ai été agréablement surprise, donc je continuerai à découvrir l'univers de Lovecraft. J'ai juste un peu peur que ce soit redondant puisque voilà, même s'il y a plusieurs cycles dans son œuvre, j'ai l'impression que les cycles vu comment est construit l'univers, j'ai un petit peu peur que ce soit répétitif. Mais bon, voilà, Lovecraft, ça a été une bonne découverte, donc voilà, je continuerai peut-être à le lire l'année prochaine. Et enfin, mes meilleures lectures de 2024. Il y a eu quand même de très très belles lectures cette année. Et alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de classement, je vais les présenter comme ça vient, mais voilà, sachez que c'était la crème de 2024. Et la première lecture dont je voulais vous parler, le premier livre, c'est À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux, qui est une autrice belge. Je vais pas trop vous en dire, c'est un court récit, c'est une
C'est un roman dans lequel Madeleine Bourdoux, elle présente une vision de l'amour et du couple que je n'ai pas vu souvent représentée en littérature. C'est assez rafraîchissant, lumineux, plutôt optimiste. C'est une écriture surtout que j'ai adorée, une écriture métaphorique et en même temps précise, concise. Elle arrive en fait à être exhaustive avec peu de moyens, donc c'est pour ça que les récits sont courts et je trouve que c'est une prouesse quand même en tant qu'écrivain ou écrivaine. Donc j'ai beaucoup aimé l'écriture, le sujet abordé, la façon dont c'était abordé, les personnages, vraiment voilà, à la recherche de Marie. Allez-y, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une nouvelle qu'on m'a beaucoup recommandée et que j'ai enfin lue, c'est Les Nuits Blanches de Dostoïevski. C'est une très courte nouvelle, donc je vais pas en dire trop non plus. C'est l'histoire d'un personnage masculin, un jeune homme qui a passé sa vie à rêver sa vie plutôt que de la vivre, et qui un jour va faire la rencontre d'une jeune femme par hasard la nuit, et il va prendre ça un petit peu pour un coup du destin, mais les choses vont pas forcément se passer comme prévu. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ce qui va se passer pendant ces nuits blanches de rencontre entre nos deux personnages, mais pour le coup, alors je dis pour le coup parce que Dostoïevski, c'est soit j'adore, soit je déteste. J'avais adoré Crime et Châtiment, j'avais détesté L'Idiot. Et là, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré même Les Nuits Blanches, donc je continuerai à lire Dostoïevski l'année prochaine. D'ailleurs, je compte justement, ça fait partie des auteurs que j'ai vraiment envie de relire et de beaucoup plus découvrir continuer à découvrir en 2025, notamment avec Dans la Maison des Morts, Les Démons et Les Carnets du Sous-sol. Mais bref, Les Nuits Blanches, grande sensibilité, très belle écriture, et puis voilà, si vous aimez ces récits avec des manqués, des hasards, des choses qui n'aboutissent pas, bah voilà, allez-y. Ensuite, j'ai adoré L'Entrave de Colette, là aussi un court roman. Bon, j'adore Colette et L'Entrave ne fait pas exception. Je crois qu'il y avait d'autres de ses œuvres dans mes favoris des années précédentes. En tout cas, je me souviens de La Vagabonde qui m'a beaucoup marqué, et L'Entrave aussi. Donc c'est un court roman sur, comme son titre l'indique, l'entrave que peut représenter l'amour pour une femme. C'est un récit sur la solitude, sur la mise à nu dans un couple, en tout cas l'abandon de soi et de sa liberté dans l'amour. C'est un récit qui est honnêtement assez douloureux parce que les émotions qui sont décrites sont plutôt désagréables, négatives. Il y a des dialogues entre les personnages qui sont assez douloureux. En fait ici, Colette, elle nous parle pas de cet amour léger qui transporte, c'est plutôt ici l'amour qui nous fait prendre un risque, qui nous risque de nous perdre, qui entrave, comme le titre l'indique. Et comme toujours avec Colette, il y a cette grande justesse et acuité en fait dans la psychologie des personnages et dans les émotions qui sont décrites. L'écriture est très sensible avec l'usage quand même assez fréquent des points de suspension. Il y a quelque chose de toujours suspendu dans l'écriture de Colette et en même temps de juste. Donc voilà, j'aime beaucoup l'écriture de Colette et en général ce qu'elle présente dans ses œuvres, donc L'Entrave n'a pas fait exception. Ensuite, complètement différent, là aussi j'ai beaucoup aimé des courts récits pour le coup en 2024, mais j'ai adoré Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Alors globalement, j'ai redécouvert Joyce Carol Oates cette année avec 3 de ses écrits. Mais vraiment, Délicieuse pourriture, c'était incroyable. On est dans une université de filles aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, dans lequel on va suivre un groupe de filles qui va être assez obsédé par un professeur. Je ne sais plus quelle matière il enseigne, mais enfin, qui a une certaine aura, un certain charisme sur le campus, et dont la femme, qui est une artiste peintre et sculptrice, fait assez parler d'elle parce que ses œuvres sont plutôt dérangeantes. Et donc on est dans ce contexte universitaire où il se passe sur ce campus beaucoup de choses étranges. Il y a des incendies qui se déclarent, il y a des disparitions de jeunes filles inexpliquées. C'est un récit qui est violent, qui est sale, qui met en avant des pratiques, des personnages pervers, avec un style éclatant, finement exécuté. Joyce Carol Oates, elle met le doigt là où ça fait mal, elle en dit suffisamment, mais pas trop. Enfin, l'écriture est intelligente. Et il y a quelque chose d'assez éclatant. J'aime beaucoup. Donc voilà, Délicieuse pourriture, très belle découverte. Ensuite, j'ai beaucoup aimé une autre nouvelle qui est Enterré vivant de Sadet Hedayat, qui est un auteur très connu. Je vous en dis pas plus non plus, mais Enterré vivant, sachez que c'est simplement... c'est parti de ces journaux d'un fou. Comme il y en a beaucoup, on présente un personnage... on prend une dépression, là c'est le cas, ou une certaine pathologie qu'on appellera folie. Dans Enterré vivant, c'est le cas, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut plus vivre, qui veut mettre fin à ses jours, mais qui n'y arrive pas, et c'est la grande tragédie de sa vie, c'est qu'il ne parvient pas
à mettre fin à ses jours et donc il se sent comme enterré vivant dans sa propre vie. Voilà, le style était très beau, j'adore ce type de récit, assez classique, hein, on en voit assez régulièrement, mais moi ça fonctionne, j'aime beaucoup. Donc voilà, si c'est le style d'histoire que vous aimez, je pense que vous allez aimer Enterré vivant, qui est en plus très bien écrit, donc voilà. J'ai ensuite adoré La Rebelle de Marcelle Tiner. Marcelle Tiner qui est une autrice oubliée du début du XXe siècle, que j'ai découverte cette année et que je relirai parce que j'ai adoré La Rebelle. Dans La Rebelle, là aussi, on pourrait croire que c'est une histoire assez classique, puisqu'on va suivre l'histoire d'une modeste veuve de 30 ans qui est un petit peu installée dans une vie morose et qui va faire la rencontre d'un homme dont elle va tomber amoureuse. Et on va suivre, a priori, cette histoire d'amour. En réalité, Marcelle Tiner, elle va nous parler de ce qu'elle appelle le double pli de servitude des femmes dans le couple. Double pli de servitude parce que d'une part, il y a encore à cette époque une inégalité en droit, et puis quand bien même il y aurait une égalité en droit, il demeurera toujours cette exigence intégrée par les femmes de soumission dans les relations familiales et notamment conjugales, avec cette idée qu'il faut être une femme dévouée et soumise, et que donc la femme est forcément perdante dans le couple. Elle nous parle surtout en fait de la morale religieuse, hein, qui est pour beaucoup à l'origine de cette conception-là, des relations conjugales. J'ai adoré l'écriture, qui est une écriture subtile, nuancée. Il y a là aussi l'usage des points de suspension qui est assez fréquent, que j'aime beaucoup. Et j'ai surtout apprécié la caractérisation des personnages qui sont construits sur leur ambivalence. Donc ça leur donne de la profondeur et surtout du crédit. Les émotions sont vives, sont précises, et j'ai eu l'impression un petit peu de cette écriture qui serait comme de l'eau, qui irait s'infiltrer partout et qui arriverait à mettre en lumière en fait toutes les subtilités du caractère des personnages, de leurs tourments, de leur ambivalence, de leurs émotions. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et les thématiques et l'écriture de Marcelle Tiner, enfin qu'elle aborde en tout cas dans La Rebelle. Et on va finir avec, je pense alors je vous dis qu'il n'y avait pas de classement, mais je pense que c'est quand même mes deux meilleure lecture de 2024, vraiment voilà, s'il devait y avoir un top 2, ce serait ces deux-là. Le premier, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, qui est assez connu, on en a quand même beaucoup parlé, et à juste titre, honnêtement. Là aussi, un court récit de ce que je qualifierais de science-fiction soft, je sais pas si ça existe, mais je le dirais ça comme ça. Je vais pas trop vous en dire sur l'intrigue, parce que ça vaut la peine de se laisser porter. En tout cas, c'est un récit qui est très contemplatif et construit sur des oppositions entre une communauté et puis la solitude, entre la prison, l'enfermement et puis le voyage, les grands espaces, entre l'ignorance et la connaissance. Et surtout, ce que j'ai trouvé extrêmement réussi, que j'ai adoré, c'était l'ambiance, l'atmosphère qui se dégageait de ce récit. On est vraiment enveloppé dans une bulle, il y a quelque chose de calme, de feutré, de contemplatif, de silencieux. Bon, j'ai beaucoup aimé, c'est très réussi. C'est court, ça aborde beaucoup de choses, mine de rien. Et ouais, l'atmosphère, c'est vraiment une lecture qui m'a marquée. Je l'ai lu en tout début d'année et j'y ai pensé toute l'année. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore lu Moi qui n'ai pas connu les hommes, je vous le recommande vivement parce que c'était une excellente lecture. Et enfin, un livre absolument incroyable, c'est La Maison aux Esprits d'Isabel Allende, qui est un grand classique de la littérature chilienne et de la littérature mondiale à juste titre, mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment lu, donc vraiment je vous le recommande chaudement. C'est l'histoire de 3 générations d'une même famille chilienne du début des années, du début du XXe siècle jusqu'à l'époque à peu près où l'autrice écrit, donc les années 70-80. C'est surtout une saga familiale, on va dire féminine, parce qu'on va se concentrer sur les personnages féminins de cette famille, même si on n'oublie pas du tout les personnages masculins. Et alors vraiment, un des exploits de l'autrice, c'est d'être parvenue à créer cette sensation de dimension générationnelle, de saga familiale, avec cette hauteur, et en même temps d'être parvenue à nous parler de chaque personnage, leur caractère, leur trajectoire, les liens qu'ils ont entre eux. Donc on est à ces deux niveaux-là en même temps, et c'est extrêmement bien réalisé. Les thématiques aussi sont fortes, on parle de féminisme, il y a la politique du Chili qui est abordée, il y a le réalisme magique qui est intégré de manière très intelligente, je trouve, dans le récit. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est un récit qui est complexe, qui est dense et qui pourtant se déroule vraiment avec une grande facilité. Donc vraiment, il n'y a aucun raté dans ce livre. Les personnages, l'intrigue, les thématiques, le style, tout est réussi. Donc vraiment, lisez La Maison aux Esprits d'Isabel Allende, c'était incroyable. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci d'avoir regardé. En tout cas, je veux
dans les commentaires, que vous me fassiez la liste de vos meilleures lectures, de vos pires lectures, de vos déceptions. Enfin, voilà, je veux des listes dans les commentaires, donc n'hésitez pas à partager vos meilleures lectures et ce qui a aussi moins fonctionné pour vous en 2024. Et n'hésitez pas également à faire part de vos projets pour 2025 en termes de lecture si vous en avez. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.